Mesdames et messieurs les représentants de l'Agence régionale de santé, mesdames et messieurs les professeurs et docteurs, mesdames et messieurs les représentants des établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux, mesdames et messieurs les représentants des collectivités territoriales, chers représentants des usagers, dont la place aujourd'hui est prépondérante, et vous tous en vos grades et qualités. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans cette salle pour ce premier colloque de réhabilitation psychosociale de la zone nord de la Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe pas moins de 7 départements. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette journée. Je tiens tout d'abord à remercier vivement et chaleureusement le professeur Franck pour la dynamique qu'il a su engager et porter en matière de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive sur un territoire, monsieur le professeur, toujours plus étendu, qui englobe, et nous en sommes heureux, la Nouvelle-Aquitaine. Votre disponibilité, malgré tous vos travaux de recherche et vos engagements nombreux, nous impressionne et je tenais ici publiquement à vous en remercier. Je tiens également à remercier monsieur Lafourcade, directeur général de l'ARS, qui a mesuré très rapidement tout l'enjeu de la réhabilitation psychosociale pour les patients et leurs accompagnants et d'avoir aussi rapidement proposé de structurer une offre, une réponse permettant de placer le modèle social du handicap, le modèle existentiel au centre du sujet, au centre de la personne, au centre de la citoyenneté. Ce processus qui facilite le rétablissement de la personne à un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la communauté est une approche qui s'appuie autant sur les forces de la personne elle-même que sur les actions en direction de la société pour qu'elle soit porteuse et plus apte à accueillir la personne dans sa différence. Or, nous le savons maintenant, maîtrise et compétences peuvent être acquises ou augmentées par l'apprentissage, à condition qu'il soit précoce, à condition de se concentrer sur les habiletés élémentaires pour agir dans un milieu social, vivre de manière autonome, préserver ou obtenir un emploi. Et bien entendu, c'est là que nous intervenons tous dans une chaîne de compétences. Dans une société aujourd'hui caractérisée par l'isolement, et encore plus par l'isolement du handicap psychique, caractérisée également par la perte de repères, qui est d'abord une perte de valeur, une société dans laquelle l'espace-temps s'est rétréci, où la rentabilité se mesure au temps gagné, privilégiant uniquement le temporel pour oublier le social et l'environnemental, nous devons ensemble, ici, tous les partenaires réunis du sanitaire, du médico-social, du social, du monde libéral, du monde de l'entreprise, montrer que nous sommes encore capables d'accueillir les plus faibles d'entre nous dans une citoyenneté pleine et entière, que nous sommes capables de passer d'une solidarité de délégation à une solidarité d'implication, de raccommoder du lien social, de montrer que dans nos actions, nous sommes dans une dynamique d'ouverture à l'autre pour ce qu'il est, et pas pour sa maladie, toujours classante, toujours discriminante. Je ne vais citer que 5 points qui nous confortent dans notre mission. La perte de chance. Nous la rencontrons encore trop souvent. Combien de jeunes atteints de pathologies psychiques s'effondrent et développent des activités addictives, faute de conserver une vision espérante, de ne pas avoir de perspective positive, s'appuyant sur la capacité préservée. La chronicisation qui existe encore dans nos structures, alors que nous devrions tout faire pour que les personnes conservent une maîtrise de leur propre vie et qu'ils ne se définissent plus par leur maladie. L'isolement, dont on connaît les graves effets, la réhabilitation psychosociale est fortement axée sur l'inclusion sociale et professionnelle. La coopération entre les acteurs de soins et les acteurs sociaux et libéraux. Si nous avons fait des progrès grâce à des outils performants que nous avons su mettre en place ensemble, et je ne citerai que le groupement de coopération sanitaire de santé mentale et handicap du Limousin, qui nous a permis de travailler et de trouver des solutions, il y a encore du chemin à parcourir pour que notre coopération se dégage de l'institutionnel
pour se concentrer au parcours de chaque personne en fonction des besoins. Trop de conventions entre structures, pas assez de prise en charge commune ciblée sur la personne. Les accompagnants, ils doivent prendre toute leur place et pas uniquement une place institutionnalisée et codifiée. Les usagers sont au centre de la réhabilitation psychosociale. Ils font partie de la vie de mon établissement que je dirige depuis 10 ans, au même titre que les pôles médicaux. C'est eux qui nous éclairent et montrent le chemin. N'est-ce pas, Robert, je crois que je l'ai vu dans la salle, qui nous montre le chemin vers l'alliance thérapeutique. Sommes-nous éloignés du sujet? La réhabilitation psychosociale a atteint aujourd'hui une maturité, une congruence. Elle est à la fois profondément humaine, car elle place le sujet au centre et pas sa maladie. Elle est très étayée cliniquement et à sa disposition des outils, des pratiques. Elle est pleine de bon sens, car quoi de plus logique et sain que de s'appuyer sur les capacités persistantes de la personne et de l'accompagner dans la gestion de ses difficultés. Mais la réhabilitation est exigeante, puisqu'elle oblige chaque intervenant, chaque professionnel, à interroger le regard qu'il porte sur la personne atteinte de troubles psychiques, tout comme elle incite d'ailleurs la personne à changer de regard sur elle-même. Beaucoup d'entre vous sont engagés dans cette démarche, dans cette voie, et ont créé des dispositifs. Nous devons maintenant partager ensemble, dans une dynamique territoriale, nos aptitudes, afin de créer une véritable chaîne de compétences au profit de la personne présentant un handicap. Merci donc encore une fois au professeur Franck, au docteur Juliette Martin, responsable du Centre d'intervention précoce pour psychose de Dijon, à Guillaume Musset du SAMSAM Presby de Paris. Je salue également au passage l'équipe de Poitiers, notamment le professeur Jaffari. Un mot aussi de remerciement à Madame Julia, ma collaboratrice, qui s'est très investie dans ce colloque, et à toute l'équipe de réhabilitation psychosociale du Centre hospitalier Esquirol de Limoges, le chef de pôle, M. Guillaume Verger, le docteur Fontanier, le docteur Émile Legros, Loana Miguet et M. Florent Caddy, neuropsychologue. Et bien sûr, un salut plus particulier à M. Robert Constanzo, le chef de pôle des usagers. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci. Et je passe la parole à la présidente de la CME. Docteur Daniel Bourlot, présidente de la CME, qui tenait aussi à vous accueillir tous au nom de la collectivité médicale du centre hospitalier Esquirol. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom de la communauté médicale donc, du centre hospitalier Esquirol, je suis très honorée de vous accueillir à mon tour et je me joins à Monsieur le Directeur pour vous souhaiter, nous souhaiter, une excellente journée de travail. Parler de réhabilitation psychosociale, c'est porter un regard sur les pratiques de notre discipline. Alors pour moi qui ai eu l'avantage de vieillir, c'est effectivement 30 ans d'évolution, voire de révolution. Le champ de la santé mentale a toujours évolué depuis la naissance de la psychiatrie, selon les représentations sociales, la culture ambiante, puis en fonction des données de la science. Comme monsieur le professeur Franck nous le rappelle dans son dernier ouvrage, Jean-Étienne Esquirol, vous savez que nous sommes très attachés à ce nom, au XIXe siècle, a posé les bases d'une structuration d'une offre de soins en santé mentale. Alors je transpose avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas tout à fait ça. Donc en publiant son mémoire en 1819 sur la question des établissements d'aliénés en France et des moyens d'améliorer le sort de ces infortunés. Et c'est lui qui a inspiré la loi de 1838 qui a régi la santé mentale pendant 150 ans. Dans le département de la Haute-Vienne, l'asile, comme on l'appelait, de Nauja, a été inauguré en 1865. Donc 150 ans aussi d'évolution et d'histoire. Donc a suivi une longue période d'institutionnalisation pour les personnes atteintes de troubles psychiques sévères, où à défaut de leur permettre d'évoluer vers un rétablissement, l'asile a rempli sa fonction de protection. Alors je vais vite avancer dans le temps, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la psychiatrie. Je vais vite arriver aux années 50 avec la découverte et l'utilisation progressive des psychotropes, avec la chlorpromazine, chef de file des neuroleptiques, qui a permis de réduire la symptomatologie psychotique, le risque de rechute, et a pu s'amorcer cette désinstitutionnalisation.
Mais le modèle prédominant des années qui vont suivre, des décennies qui vont suivre, c'est le modèle médical. Alors notre établissement, bien sûr, a suivi cette évolution. Mais on va arriver aux années 80 où déjà, effectivement, nous avions développé un dispositif de soins plus spécifique pour les personnes souffrant de troubles psychiques en situation ou à risque de handicap psychique. Le CPCS, acronyme voulant dire Centre de post-cure sanitaire, qui était sous la responsabilité du docteur Maloza, travaillait avec des partenaires extérieurs, alors je pense aux Croix-Marines, mais bon, je ne vais pas tous les citer, dans une dynamique de réseau et appuyé par une association portée par le CH Esquirol, association devenue aujourd'hui le PRISM, présidée par le docteur Nice, autre acronyme qui veut dire prévention, réinsertion, information en santé mentale. Et on voit là déjà les prémices de la logique de parcours. Alors, depuis une douzaine d'années, une nouvelle ère s'est vraiment ouverte avec la conjonction de plusieurs facteurs. En médecine, c'est jamais simple, c'est toujours multifactoriel. Alors, d'abord, une direction nouvelle qui a porté avec une volonté forte une autre ambition pour notre établissement au bénéfice des usagers. Et nous ne pouvons que souligner l'engagement passionné, excusez-moi de ce terme, monsieur le directeur, mais vraiment, vous avez su fédérer et entraîner toute l'équipe du CH Esquirol. Donc une direction, une communauté médicale, elle aussi fortement impliquée. Donc je veux rendre hommage au docteur Émile Roger Lomberti et Anne-Marie Trarieux, psychiatres, qui, sous leur impulsion, nous ont permis de nous approprier la démarche de réhabilitation psychosociale dans son esprit et avec ses outils spécifiques. Le docteur Verger, chef de pôle actuel du territoire, poursuit ce travail avec toute son énergie. Donc, avec ces éléments, est arrivée donc la création du CER, Centre d'évaluation de réhabilitation. J'y reviendrai. Aussi, élément important, monsieur le directeur vient de nous le dire, c'est la vraie reconnaissance du rôle des usagers, de leur citoyenneté. Donc avec cette place, chez nous, j'allais dire sacralisée, avec cette reconnaissance qui s'est traduite par un pôle des usagers très actif et reconnu. Et que je salue particulièrement, en particulier le chef de pôle et là aussi de son équipe. Il y a eu aussi cette coopération avec les partenaires de l'accompagnement concrétisée par le GCS qui a été évoqué, GCS, Groupement de coopération sanitaire, santé mentale et handicap, qui est un outil très important. Tout ça dans une logique de parcours de soins. Alors, je n'oublie pas le contexte national parce que ces transformations ont pu s'appuyer sur les politiques de santé ambitieuses, tournées vers des réponses efficientes aux besoins des usagers. Donc, notre centre d'évaluation et de réinsertion, donc avec la présence d'un neuropsychologue, Florian Caddy, au sein d'une équipe médicale et paramédicale, donc a proposé une approche globale, holistique, travaillant sur le modèle de la réhabilitation psychosociale, tournée vers le rétablissement et surtout une qualité de vie pour les bénéficiaires. Cet aspect intégratif et systémique s'appuie sur les compétences et les ressources préservées de la personne. Alors, j'ai presque envie de dire feu le CER et vive le centre référent de réhabilitation psychosociale de Limoges. On est effectivement dans cette continuité. Je veux remercier particulièrement monsieur le professeur Franck pour son immense travail de structuration de soins spécifiques, modélisés, efficients, alors mis en place déjà depuis un certain temps dans votre région. Donc, monsieur, nous mesurons vraiment notre chance de vous avoir à notre côté pour nous aider donc à structurer cette réhabilitation psychosociale de la zone nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec le travail en réseau entre tous les partenaires de l'accompagnement. Alors, je laisse le soin au docteur Fontanier, psychiatre responsable de cette filière, et son équipe, avec un clin d'œil au docteur Émilie Legros-Lafarge, cheville ouvrière de ce dispositif, d'approfondir au cours de cette journée le travail à venir, avec un partage d'expériences avec vous tous et la promotion des dispositifs adaptés. Un grand merci aussi à l'équipe projet, mobilisée depuis des mois sur ce dispositif et artisan de la réussite de ce premier colloque.
C'est votre journée, celle du réseau. Je vous souhaite, mais j'ai envie de dire je nous souhaite donc une excellente journée. Je vous remercie. Nous accueillons maintenant M. Saïd Assef, qui est directeur délégué à l'autonomie, mais je ne le présente pas, à la direction de l'offre de soins et de l'autonomie. Nous connaissons l'impulsion de M. Lafourcade en matière de réhabilitation psychosociale, M. Assef. Et j'en profite aussi pour saluer les directeurs départementaux, M. Négrier et Mme Janicot, qui sont présents dans la salle. Merci, Monsieur le directeur, Monsieur Pacheco, Madame la présidente du CME, cher professeur Franck, chers collègues. Voilà, je vous prie d'excuser l'absence de Michel Lafourcade, qui, vous le savez, sans aucun doute, aurait aimé être présent parmi vous aujourd'hui et faire l'ouverture de votre journée aujourd'hui sur notre centre de référence sur la zone nord, demain à Bordeaux pour le centre de référence et la stratégie de réhabilitation psychosociale sur la zone sud. Et je voudrais d'abord dire un mot à Monsieur Pacheco pour vous dire que vos mots, vos actes, et en vous adressant ce message, je l'adresse à l'ensemble des personnes ici présentes, font chaud au cœur par rapport à l'engagement et aux résultats déjà mis en œuvre sur ce territoire concernant des concepts, des principes, des stratégies qui semblent évidentes aujourd'hui, parce qu'inscrites dans les textes, j'y reviendrai, parce qu'elles se mettent en œuvre dans nos territoires et ici en particulier. Mais vous l'avez souligné, Madame la présidente de CME, quand on se rappelle de l'histoire, parler de réhabilitation, parler de rétablissement, parler de force, de compétences, de capacité à reprendre la main et le pouvoir sur son devenir pour les personnes, ces concepts-là et les interventions qu'elles engagent sont d'une brûlante actualité et n'étaient pas si partagées et si évidentes à mettre en place il n'y a encore que quelques années. Ce dont on parle aujourd'hui, et là ce message s'adresse aux personnes et aux parents, aux proches présents dans cette salle, c'est que ce que nous souhaitons faire collectivement, c'est redonner l'espoir. Et redonner l'espoir dans notre capacité collective à modifier les trajectoires de vie, à faire en sorte que les inégalités, les diagnostics tardifs, des stratégies d'intervention qui puissent être, lâchons le mot, plus efficaces et pertinentes pour améliorer le devenir des personnes, c'est cela que nous sommes en train de faire et c'est cela dont l'ARS Nouvelle-Aquitaine souhaite vous remercier. Et tout particulièrement, Monsieur Pacheco, parce que je crois que vous allez nous quitter dans quelques mois. Je pense que Michel Lafourcade aura l'occasion de vous dire très personnellement toute l'amitié et l'importance qu'il porte à votre travail, mais je me permets de me porter sa voix aujourd'hui pour le dire ici publiquement. Donc, votre journée aujourd'hui sur la réhabilitation psychosociale s'inscrit dans une volonté forte de l'ARS et de son directeur général, qui, vous le savez, a commis récemment un rapport sur le sujet, qui a pu documenter et instruire les articles de la loi de modernisation de notre système de santé portant sur la santé mentale. Mais vous le savez, bien antérieurement dans cette région, un certain nombre d'actions étaient engagées. Donc, le rapport Lafourcade, la loi santé, le projet territorial de santé mentale, comme levier très opérationnel pour essayer de faire vivre ces stratégies de réhabilitation et modifier le parcours et les trajectoires de vie des personnes. L'action de l'agence, l'objectif de l'agence, c'est de pousser l'ensemble de ces leviers sanitaires, médico-sociaux, de coopération, pour faire en sorte que ces stratégies qui doivent impacter les pratiques professionnelles, mais aussi les organisations, se déploient. L'initiative prise, et c'est pour cela que cette journée se tient aujourd'hui, ça a été effectivement de lancer un appel en candidature pour structurer, sur 2 zones de Nouvelle-Aquitaine, des centres de référence dits de niveau 2, permettant de mettre en œuvre les stratégies d'intervention et les organisations et les coopérations nécessaires à la mise en œuvre de la réhabilitation. Il y a la question des techniques de soins, avec l'implication, l'expertise, l'apport du centre de référence niveau 3 apporté par le professeur Franck sur la remédiation cognitive, les stratégies de psychoéducation, mais aussi l'ensemble des leviers de participation sociale, de domaine de vie des personnes sur lesquels nous devons agir pour faire en sorte qu'au-delà des techniques de soins, au-delà d'un diagnostic et d'intervention précoce, on ait des formules d'habitat, d'emploi,
de participation sociale qui contribuent à mettre en œuvre cette stratégie de rétablissement et, je le redis, j'insiste, à faire en sorte que l'espoir dans un meilleur devenir soit une réalité pour les personnes et les proches. Donc notre cadre d'intervention, c'est le projet territorial de santé mentale. Vous en connaissez et l'article et les textes, le décret, l'instruction reste à sortir, qui va permettre de le faire vivre. Mais au-delà de ça, je voudrais insister sur un point particulier sur lequel peut-être, c'est une mise de jeu pour votre réflexion de la journée, on aura probablement à avancer, le « on » étant vous, nous, tous ensemble, et puis le sanitaire et le médico-social, si on accepte encore de raisonner sur cette logique un peu séparée. Cet axe-là, cet enjeu-là, mon DG me mettrait une amende si m'entendait prononcer ce nom anglais. Je veux parler d'empowerment, donc voilà, de renforcement de la capacité d'agir, du pouvoir d'agir des personnes. C'est au cœur de la réhabilitation psychosociale, c'est au cœur de ce que vous faites et de ce que vous allez partager aujourd'hui, c'est au cœur de la démarche de l'hôpital d'Esquirol depuis des années. Et sur ce domaine-là, l'agence réfléchit et souhaite réfléchir avec vous sur la mise en œuvre d'un plan, d'un programme, d'une feuille de route qui permet de mobiliser l'ensemble des leviers sur l'empowerment des personnes et des proches, permettant, je le redis, je vais beaucoup rabâcher en fait dans les 3 minutes qui me restent, permettant véritablement, que ce soit sur la pérédance, l'expertise d'usage, la formation des personnes, de pouvoir emporter un certain nombre de changements dans les réponses qui sont proposées. En cela, il y a la question de l'évolution des pratiques et des organisations du fonctionnement de l'offre de soins en psychiatrie, l'ambulatoire, la réactivité, la mobilité des équipes, l'appui entre le sanitaire et le médico-social, les techniques de soins permettant d'eux. Et puis, il y a, voilà, je suis obligé de prendre ma casquette de directeur de l'autonomie, la contribution des opérateurs médico-sociaux à cette affaire. Et si je prends la casquette médico-sociale, ça s'appelle la réponse accompagnée pour tous et la mise en œuvre du rapport Zéro sans solution. Je fais très court, je ne vais pas... Mais l'enjeu, c'est que sur les territoires, il y a bien cette connexion entre des équipes de soins en psychiatrie, vous noterez que je dis équipes de soins en psychiatrie et pas structure, et des opérateurs médico-sociaux qui mettent en œuvre, par le biais d'une coopération dès l'adolescence, par le biais du développement, du renforcement de SAMSA handicap psychique avec des dispositifs de soins partagés avec des équipes sanitaires, par le développement de formules d'habitat avec services, ce sur quoi l'ARS Nouvelle-Aquitaine souhaite aller fortement, et dans les mois qui viennent, sur la question de l'emploi accompagné, avec l'approche IPS ou autre. On est sur ces stratégies-là au sein de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour que vous ayez l'ensemble des outils et des leviers pour faire en sorte que les stratégies de réhabilitation psychosociale deviennent la règle, l'alpha et l'oméga des pratiques professionnelles. Ce qui me permet de dire, peut-être, de donner une information sur... à l'ARS, vous avez mis en œuvre et labellisé des centres de niveau 2, en lien avec le centre de niveau 3 du Vinatier, dirigé par le professeur Franck. Quid du niveau 1 ? Bon. Alors... ce que je vous dis n'est pas totalement tranché, mais la question qu'on doit se poser, c'est faut-il un niveau 1 repéré sur les territoires ici ou là, ou doit-on considérer que le niveau 1 de la réhabilitation psychosociale doit être, je fais un deuxième anglicisme, le mainstream des pratiques professionnelles, du sanitaire et du médico-social dans nos territoires. C'est la question que nous nous posons et sur laquelle nous réfléchissons dans le cadre de notre feuille de route santé mentale à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. C'est une vraie question. On a un enjeu d'implémentation de techniques de soins pour lequel il y a des enjeux de formation et d'expertise extrêmement importants. C'est le cas de la remédiation cognitive. Mais on a aussi, dans la logique du working first, je fais exprès. Allez, je fais du français. Un chez soi d'abord, l'emploi d'abord, de la question de l'accès au droit commun et de faire en sorte de mettre les personnes en situation concrète et de leur apporter tous les appuis et toutes les aides nécessaires. On peut considérer que dans ce cadre-là, ça concerne tout le monde et non pas un tel ou tel opérateur sur le territoire qui serait désigné comme porteur de ce niveau 1 de la réhabilitation psychosociale. Donc, bon, je ne sais pas si vous en parlerez aujourd'hui, mais je pense qu'on a ce sujet-là, et du côté de l'agence, c'est plutôt vers cela qu'on souhaite aller. Sinon, on va rater quelque chose pour les personnes, c'est-à-dire qu'à tel endroit, il y aura des stratégies de réhabilitation psychosociale, et à l'autre endroit, il n'y en aura pas. Donc, on renforcera les inégalités d'accès qui sont déjà
majeur. Je voudrais terminer mon propos en disant que ce que nous faisons là, c'est au final essayer d'assumer un principe d'éthique d'action individuelle et collective qui se fonde sur le fait que ce défi-là, c'est assumer le fait que chacun, dans notre rôle, on est responsable de la responsabilité de l'autre. Donc c'est ça, c'est notre objectif. C'est que ce défi-là, on le réussira quand les forces du sanitaire, du médico-social et l'expertise des usagers, des personnes, proches aux personnes, cette alliance-là sera efficiente et efficace sur les territoires. Je vous remercie.